Première partie, libérez votre cerveau. Chapitre 1, Entrez dans la neuroergonomie. Nous n'utilisons pas bien notre cerveau. À l'école, au travail, en politique, nous n'utilisons pas ergonomiquement notre cerveau. Les conséquences de ce mauvais usage sont diverses, mais elles ont en commun le mal-être, la pétrification mentale et l'inefficacité. Cela est particulièrement vrai dans notre économie. Les corrélats nerveux y sont loin d'être optimaux. Le cerveau collectif de l'humanité est confiné parce que le cerveau individuel des humains est confiné. À quoi tient ce confinement? Comment peut-on s'en libérer? La neuroergonomie, c'est l'art de bien utiliser le cerveau humain. De même qu'une chaise est plus ergonomique qu'un tabouret parce qu'elle distribue mieux le poids de son utilisateur, on pourrait distribuer autrement et plus efficacement le poids de la connaissance, de l'information et de l'expérience sur notre cerveau. Lorsque nous le faisons, le résultat est à la fois profond et spectaculaire. Quand l'humanité a découvert le levier, la poulie ou la machine à vapeur, le monde en a été transformé. Il en fut de même quand elle se dota de l'écriture, de l'imprimerie, de l'Internet. Quand nous donnons un levier à notre vie physique, le monde se transforme. Quand nous donnons du levier à notre vie mentale, le monde se transforme plus encore parce que ce ne sont plus les outils, mais leurs opérateurs qui changent. Leur perspective, leur compréhension du monde d'eux-mêmes ou des autres, leur raison d'agir se transforme parce que leur vie mentale est plus libre. Faire de la neuroergonomie, c'est changer le monde, cerveau après cerveau, et changer la destinée de l'humanité. Faire de la neuroergonomie, c'est libérer la vie mentale des gens. Nous pouvons mieux apprendre, mieux produire, mieux voter, nous pouvons mieux penser, mieux communiquer, mieux comprendre, tout cela en étant plus épanoui, plus heureux, plus productif et donc plus brillant. Alors que signifie exactement sortir son cerveau du confinement? Libérer le levier de sa vie mentale, c'est par exemple ce que fait Rüdiger Gamm, né en 1971, qui divise des nombres premiers de tête jusqu'à la 60e décimale. C'est encore ce que fit Shakuntala Devi, 1929-2013, qui, en 1977, fut capable d'extraire la racine cubique de 188 138 517 plus vite qu'un ordinateur. La racine 23e d'un nombre à 201 chiffres en moins d'une minute, ou qui multiplia de tête, et en 28 secondes, deux nombres à 13 chiffres. Priyanshi Somani, né en 1998, calcula 10 racines carrées de nombres à 6 chiffres jusqu'à 8 chiffres après la virgule en moins de 3 minutes. Alberto Cotto, né en 1970, détient le record mondial de vitesse. 17 secondes pour une addition de termes à 100 chiffres, soit au moins 6 opérations mentales par seconde. En 1976, Wim Klein, 1912-1986, mit 43 secondes pour calculer la racine 73e d'un nombre à 500 chiffres. Shakuntala Devi ou Rüdiger Gamm n'ont pas plus de neurones que vous et moi. Ils n'ont pas une grosse aire cérébrale en plus, ni un cerveau plus gros. En revanche, un haltérophile a bien plus de cellules musculaires que la moyenne humaine. Le record du monde actuel d'haltérophilie à l'arraché est détenu par le Géorgien Lasha Talakadze, qui soulève 215 kilos. Il mesure 1,97 m pour 157 kilos. Il a donc beaucoup plus de matière musculaire que la moyenne des gens qui liront ce livre. Quand un athlète de la vie physique s'entraîne, ses muscles grossissent parce qu'ils ne sont pas contenus dans des os. Quand un athlète de la vie mentale s'entraîne, son cerveau ne grossit pas car il est contenu dans la boîte crânienne. Son volume est essentiellement fixe. Du point de vue de la masse, de la matière, du volume et du nombre de neurones, un athlète du calcul mental comme Rüdiger Gamm a le même cerveau que tout le monde. Le hardware est le même, mais le système d'exploitation est différent. En d'autres termes, il n'est pas sous Windows. Si les performances de son cerveau sont différentes,
Il doit cependant y avoir une raison à cela. Et si cette raison ne relève pas de la masse ou du nombre de cellules, elle doit relever de l'usage, c'est-à-dire de l'ergonomie. Pas plus de neurones, pas plus d'air, pas de synapses plus rapides, mais des connexions différentes. En 2001, une équipe française a étudié le cerveau de Rüdiger Gamm par tomographie à émission de positons, TEP, en le comparant à des calculateurs normaux. La TEP met en relief les aires cérébrales qui consomment plus de glucose durant une tâche donnée. En l'occurrence, il s'agissait du calcul mental. Ce que Pessanti et Ali ont découvert, c'est que si Gamm utilisait bien des aires communes à lui et aux calculateurs normaux, il en utilisait aussi d'autres. Il s'agissait d'aires, de son cortex ou de son cervelet, que tout le monde possède, mais que la plupart des gens ne sollicitent pas pour effectuer des calculs. On notait en effet chez Gamm une activation entorhinale, hippocampique et cérébelleuse. Le cervelet est un excellent calculateur. Physiquement, il est organisé comme un véritable data center. Des rangées de neurones, les cellules de Purkinje, alignées comme dans un cristal, qui prennent part à nos mouvements, à notre équilibre, à l'accélération de nos membres et à notre posture sans même que nous ayons à y penser. Cet organe est doté d'une grande autonomie de fonctionnement qui est corrélée à sa position anatomique. Il se trouve en retrait du reste du cerveau, s'organise différemment de lui selon un fonctionnement qui évoque une carte graphique. Si nous savions comment employer son autonomie de calcul, elle serait un levier pour notre vie cérébrale. En bref, le cervelet est un élément essentiel de la coordination de notre vie physique, mais il peut l'être aussi de notre vie mentale. Et c'est ce que semblent démontrer les calculateurs prodiges. Que font des gens comme Gamm et Klein? Pensez à une grosse bouteille d'eau en verre. Imaginez qu'elle représente un problème mathématique, comme calculer la racine 73e d'un nombre à 500 chiffres de tête. Elle a un certain poids. Ce poids représente la charge cognitive du problème. Imaginez votre main ouverte. Elle représente votre cerveau ou votre vie mentale. Pour résoudre le problème et soulever la bouteille, vous et moi n'utiliserons que notre petit doigt. Du coup, l'exercice sera fastidieux, voire impossible. Gamm et Klein, eux, utilisent toutes leurs mains. Ils peuvent soulever la bouteille plus facilement et plus longtemps. Dans cette métaphore, notre petit doigt représente notre mémoire de travail, ou encore le calepin visuo-spatial, des modules limités de notre vie mentale, mais que nous sollicitons tous les jours et auxquels nous sommes habitués à recourir en premier pour résoudre une épreuve mentale. Cette mémoire de travail, par exemple, sera à coup sûr saturée en 15 secondes. Pouvez-vous répéter la phrase que vous avez entendue il y a 15 secondes? Si notre main représente notre vie mentale, les autres doigts de la main peuvent désigner notre mémoire spatiale, notre mémoire épisodique, notre mémoire procédurale, à laquelle prennent part le cervelet et le cortex moteur. Ces modules sont beaucoup plus puissants. Ils peuvent soulever des poids cognitifs plus vite et avec moins d'efforts que le calepin visuo-spatial ou la mémoire de travail, celle que nous utilisons par exemple pour retenir un numéro de téléphone. Nous avons tous une mémoire épisodique, une mémoire procédurale et une mémoire des lieux, peut-être aussi développée que celle de Wim Klein ou Rüdiger Gamm. Simplement, nous ne les sollicitons pas pour faire des calculs mentaux. Nous les utilisons pour savoir où nous avons grandi, mémoire épisodique ou biographique, comment faire un nœud de cravate, mémoire procédurale, où nous avons garé notre voiture, mémoire spatiale ou bien épisodique. Ce qui fait de Klein et Gamm des prodiges, ce n'est donc pas une quantité de cerveau supplémentaire, mais une capacité à l'utiliser ergonomiquement. Leurs performances sont de purs cas de neuroergonomie. Je suis convaincu qu'avec 50 000 heures de pratique, tout de même, tout le monde pourrait atteindre ces performances. Mais tout le monde ne veut pas devenir haltérophile, athlète de la mémoire ou du calcul mental. Car ces précisions en matière d'ergonomie cérébrale sont largement acquises, très peu innées, et elles relèvent souvent d'une pratique à la fois acharnée et inspirée.
Notre cerveau a des articulations. Il y a des mouvements qu'il peut ou ne peut pas faire. Il a des limites claires, des empans. L'empan de la main, c'est la distance qui va du bout de notre pouce au bout de notre petit doigt, main ouverte. Il conditionne ce que l'on peut saisir. Mais nous pouvons saisir des objets bien plus gros que notre main, s'ils ont une poignée. Les objets de la vie mentale sont d'une nature comparable. Notre cerveau peut soulever des idées plus larges que l'empan de notre conscience, mais il faut qu'elle soit dotée d'une poignée. En psychologie, on appelle affordance la partie d'un objet physique qui est la plus naturellement prise par nos mains. La poignée d'une casserole, par exemple, est son affordance. Eh bien, les idées aussi ont des affordances. Et le bon professeur sait munir les notions abstraites d'une poignée intellectuelle simple. Ça aussi, c'est de la neuroergonomie. On dit souvent que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. C'est un mythe, et c'est même un non-sens évolutif. Que signifient ces 10%? Sont-ils 10% de sa masse, de son énergie consommée, de son nombre de cellules? Notre cerveau a été optimisé par l'évolution. Des centaines de millions d'humains et d'hominidés sont morts dans son affûtage. Et même s'il est remarquablement flexible, plastique et adaptable, il n'y a pas grand-chose à jeter dedans. 10%, ce n'est pas faux, mais ça ne veut rien dire. Que signifierait une phrase comme « Nous n'utilisons que 10% de nos mains » ou « Tu n'as utilisé que 10% de ce stylo ». Ces 10% de cerveau ont attiré notre attention parce que nous sommes conditionnés à réagir aux chiffres, aux notes, aux pourcentages. C'est ce que l'auteur René Guénon a appelé le règne de la quantité. Nous sommes incapables d'évaluer réellement la qualité des choses. Alors nous nous conditionnons à ne voir que des quantités, des notes, même quand elles sont fausses ou hors sujet. Ce qui est vrai, cependant, c'est que nous n'utilisons pas tout le potentiel de notre cerveau. De même que nous n'utilisons pas tout le potentiel de nos mains. Diriger une symphonie, peindre un chef-d'œuvre, façonner un violon, briser un parpaing, tout cela fait partie des ressources de nos mains. Mais ceux qui réaliseront ne serait-ce qu'une seule de ces prouesses dans leur vie doivent se trouver dans la proportion d'1 sur 100 000 à l'échelle mondiale. De même, nous n'utilisons qu'une maigre partie du potentiel de notre cerveau. Le Massachusetts Institute of Technology s'est donné pour devise l'esprit et la main. D'une certaine manière, cette métaphore signifie que nous sous-employons notre esprit. Si nous contemplons le chemin parcouru par l'usage de nos mains, du biface au piano, nous pouvons imaginer les horizons insoupçonnés que recèle la maîtrise fine de nos mouvements, ce que nous appelons la kinésphère. C'est-à-dire la sphère de tous nos mouvements possibles, souvent définis d'une façon plus limitée, comme tout ce que nous pouvons atteindre en gardant au moins un pied au sol. Il en est de même pour notre vie mentale. Sans doute les interfaces du futur feront-elles dialoguer subtilement les potentiels de notre vie physique et de notre vie mentale, parce que les deux sont entrelacés aussi bien par leur évolution commune que par leur mise en œuvre. Le neurone, en effet, est apparu dans l'évolution pour prendre le contrôle d'un mouvement de la vie physique. Ce n'est que plus tard qu'il a pris le contrôle d'un mouvement de la vie mentale. Le potentiel de précision de nos mains, dans cette gestuelle fine qui produit aussi bien un Giant Steps de John Coltrane qu'un Paradis du Tintoret, pourrait demain piloter des instruments beaucoup plus subtils et nuancés qu'un pianoforte, aussi bien pour guider des astronefs que pour réaliser des opérations chirurgicales. L'instrument, qu'il soit de musique ou d'autre chose, est un isthme sacré entre notre vie physique et notre vie mentale. Et dans l'art d'explorer cet isthme, il nous reste un chemin immense à parcourir.